Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame Constance. Bonjour, Maurès. Bonjour, Mauré. Alors hier, vous avez présenté vos vœux à la population. C'était une belle cérémonie, très empathique, j'ai trouvé. Vous étiez vraiment à l'écoute de Mayotte. Vous avez récompensé un certain nombre de personnes de tout horizon. Vous avez d'ailleurs offert des chaussures à Kamel Zouber, qui va défendre nos couleurs aux Jeux de Madagascar. Mais Président, 18 mois de mandat, quel bilan ? D'abord, avant de vous répondre, Madame, je suis été encore, selon la tradition républicaine, puisqu'il s'agit de ma première intervention médiatique depuis le début de l'année, encore réitérer mes vœux de bonheur, de réussite à tous les Mahorais, notamment au monde économique, parce que nous savons que les différentes crises qui ont tapé Mayotte, qui ont frappé le monde, ont mis en difficulté nos entreprises. Donc, je suis été... souhaiter beaucoup de courage à tous les chefs d'entreprise à Mayotte, parce que c'est eux qui créent les richesses, mais aussi à notre jeunesse. Par ces moments difficiles, nous souhaitons que l'année 2023 soit meilleure que 2022, qu'il y ait moins de difficultés sur les routes, moins de caillassage, que les Mahorais se réapproprient ce vivre ensemble qui a fait la valeur du territoire depuis toujours. Vous avez, oui, effectivement, l'année 2022 s'est écoulée. D'abord, c'était une année de réorganisation. On a mis en place une nouvelle organisation chez nous. On a adopté ensemble notre projet de mandature à l'unanimité, l'ensemble des élus. Et je le dis parce qu'il y a une vraie volonté pour nous de travailler ensemble avec les 26 élus du conseil départemental. Je le dis encore, mon objectif, c'est qu'il n'y ait pas de clivage. Nous venons tous de divers horizons politique. On n'a pas besoin d'être dans un même groupe. Chacun a le droit d'être dans son groupe. Mais l'objectif, c'est de travailler ensemble. Donc, nous enclenchons pour l'année 2023 ce travail ensemble. On reviendrait là-dessus. Mais d'abord, une réorganisation. Vous savez, on a fait venir une nouvelle DGS, un DG aménagement, parce que maintenant, il faut que nos projets sortent. Donc, une nouvelle DGS qui réorganise notre administration pour sortir le projet. Un DG aménagement qui va arriver. On continue cette réorganisation en 2023. 2022, je citerai l'ouverture de la salle de cinéma, un moment fort chez nous, puisque 5 ans de travaux, nous avons pu enfin sortir la salle de cinéma, mais c'est juste la première parce que nous avons d'autres projets, lancé d'autres projets, notamment avec la commune de Pamandzi, puis aussi une réouverture d'une ouverture du centre culturel à Pamandzi. L'année 2022, c'est aussi l'appel de Fort-de-France, parce que Mayotte doit aussi participer à cette réorganisation institutionnelle. Nous, ce que nous voulons, c'est une politique publique adaptée sur notre territoire. Donc, nous travaillons sur ce sujet-là. C'est aussi un gros travail sur toutes les questions de mobilité qui a été entamé. Oui. L'année dernière, vous étiez, quand vous avez fait voter votre contrat de mandature, vous êtes venu ici et vous nous avez dit à tous les Mahorais, bientôt, c'était normalement après les vacances de l'été dernier, barge gratuite. Vos vice-présidents, je pense à Salim Déré, je pense à Ali Omar, ils ont dit après, oui, alors ce ne sera pas septembre, mais ce sera janvier. Écoutez, moi, le 3 janvier, je me suis pointée à la barge, j'ai dit, ils ont dit gratuit, moi, je ne veux pas payer. Eh bien non, il faut toujours payer. Je suis toujours dans cette perspective-là, et je le dis, de mettre la barge gratuite, c'est toujours mon idée. Mais vous savez, il faut savoir écouter. Aujourd'hui, je ne le cache pas, 5 sur les 6 grands élus de Petite Terre sont opposés à l'idée d'ouverture de la gratuité de la salle. La gendarmerie de la barge, pardon, à la gratuité de la barge. La gendarmerie nationale, la gendarmerie, la police aujourd'hui, pour l'instant, me déconseille de passer à la gratuité de la barge pour une question de sécurité. Donc, on nous demande d'abord de travailler le sujet de sécurisation de la barge parce qu'effectivement, le territoire est suffisamment tendu et on craint le glissement de certains, excusez-moi pour le mot, le fouteur de troubles et ça permettrait facilement
de traverser et de revenir plus facilement. Certains estiment qu'aujourd'hui, le fait que la barge soit payante freine un peu cette migration. De délinquants. De délinquants, de grand air en petit air et aussi vice-versa, parce qu'à chaque fois, il faut payer la barge. Voilà, donc je suis à l'écoute. Très prochainement, j'ai convoqué une réunion d'abord avec ces grands élus, les 6 grands élus de petit air, c'est-à-dire les 4 conseillers départementaux et les 2 maires, pour essayer de trouver le juste milieu sur tout ça. Parce qu'effectivement, je ne peux pas effectivement enclencher la gratuité de la barge si effectivement certaines mesures de sécurité ne sont pas mises en place. Donc c'est purement parce que j'ai une demande des grands élus de Petit Air, une demande de la gendarmerie et de la police qui me demande de retarder cette gratuité afin de travailler sur les questions de sécurité. Alors hier, vous avez parlé dans vos vœux de l'effort significatif que le conseil départemental a fait avec l'octroi de mer. Effectivement, vous avez renoncé à une partie des ressources du conseil départemental et des collectivités pour participer au maintien des prix bas de l'essence. Ça a super bien marché. Vous faites pareil maintenant jusqu'à fin mars avec les prix du BQP, sauf que depuis la mise en place, c'est-à-dire depuis décembre, les prix du BQP, ils ont augmenté. Je pense au lait, je pense aux ailes de poulet, c'est plus cher en janvier que ça n'était en décembre. Alors à quoi bon renoncer à vos ressources si ce n'est pas les Mahorais qui en bénéficient ? D'abord, madame, je voudrais juste un peu rectifier. C'est d'abord, l'objectif, c'est de contenir la progression, l'augmentation des prix. Nous faisons ces efforts-là parce qu'on sait que si on ne fait pas ces efforts, peut-être le prix ne vont pas être multipliés par 0,3, 0,4, mais peut-être par 0,5, voire même doublé. Donc, dans un premier temps, effectivement, l'objectif, dans un premier temps, c'est de contenir cette progression de prix et continuer à nous battre, effectivement, pour qu'il y ait une certaine stabilité de ces prix-là. Et ça coûte très cher. Vous avez parlé du carburant, effectivement. C'est une action qui a très bien marché parce qu'il a été préparé avec le Total. D'ailleurs, je remercie beaucoup. Mais au niveau du BQP aussi, tous les partenaires, y compris privés, qui ont renoncé à une partie de leurs ressources pour mettre en place le BQP. Nous continuons à mettre la pression sur la grande distribution pour contenir ça, mais comme nous avons constaté qu'à côté, les autres prix ont fortement progressé, il faut trouver le juste équilibre de tout ça pour permettre effectivement de canaliser la progression de prix sur ces 11 prix de consommation courante. Sur la mobilité que vous avez évoquée il y a quelques minutes, vous avez hier dit que vous continuiez les études, notamment sur le train bleu. Mais dans le concret, sur le terrain, les collectivités sont confrontées aux pires difficultés. Je prends l'exemple du super bouchon de la CADEMA au mois de novembre, qui a contraint quelque part la CADEMA à financer et à mettre en place une navette qui est pleine, donc qui fonctionne, qui va de Ajango à Majicavo pour limiter le nombre de voitures sur la route et faire en sorte que notre vie soit pas encore plus un enfer à l'entrée de Mamoudzou. Est-ce que finalement il n'y a pas 2 poids 2 mesures entre vous, d'un côté au conseil départemental qui fait des études pour le train bleu dont tout le monde se fiche, et alors qu'on est en train de mourir dans les bouchons tous les jours. Et ça, c'est concret. D'abord, vous dire que on est partenaire de l'Académie sur toutes les actions que nous menons parce que nous jugeons nécessaires, notamment à ces périodes de travaux. Donc nous sommes partenaires. Nous les accompagnons et nous continuons à les accompagner. Nous travaillons sur plusieurs pistes. D'abord des pistes à court terme parce qu'il y a des urgences, mais il faut aussi travailler sur le long terme. Il faut en finir définitivement. On a parlé effectivement du train bleu où on continue à travailler là-dessus, mais avec le gouvernement, avec la visite récente du ministre Darmanin, nous sommes en train de travailler sur la partie maritime dans un objectif justement d'ouverture rapide. Nous espérons dès cette année 2023 des premières lignes maritimes. Voilà, nous espérons et j'ai obtenu en tout cas l'engagement verbal du ministre des Outre-mer de nous accompagner sur la mise en place des premières navettes qui feraient la ligne Mamoudzou-Longoni et aussi travailler sur la ligne Mamoudzou-Petit Air aussi du côté d'Ojan. Donc, Iloni. Donc, voilà les urgences du moment, mais il faut aussi travailler sur le long terme. Aujourd'hui, j'ai une réunion avec une équipe qui va nous proposer aussi leur vision, qui vont nous montrer leur vision sur des lignes les téléphériques. Les téléphériques ici à Mayotte, qui pourraient faire Mamoudzou
vers le centre Kombani. Donc, nous menons un certain nombre d'études et l'objectif, c'est dès 2023 de concrétiser les premières opérations sur les problématiques de la mobilité. C'est, encore une fois, je le dis, tout le monde le vit difficilement parce que ce n'est pas que... les élus le vivent aussi. Dans vos vœux hier, vous avez abordé la question de la relation, entre guillemets, abîmée avec le gouvernement suite au rejet de la loi Mayotte. Mais quand vous avez rejeté la loi Mayotte, tout le monde était très fier de vous. Vous regrettez ? Je ne regrette pas. Je le dis clairement, je crois que c'est ce qu'il y avait de mieux à faire à ce moment-là. Ouais. Parce que Mayotte a des attentes concrètes, il faut travailler. Mais je le dis tout le temps et je suis content que vous me tendez la perche. Diriger, c'est aussi beaucoup de diplomatie. C'est trouver un juste équilibre sur les décisions que nous prenons. Ça ne sert à rien d'aller en affrontement avec les décideurs du pays et croire que les choses vont bouger. Justement, c'est trouver cet équilibre-là, défendre l'intérêt de ce territoire, mais aussi pouvoir échanger sur un climat apaisé avec le gouvernement. Moi, c'est ce que j'essaie de mettre en place. Oui, ce projet de loi tel qu'il nous a été proposé était largement en dessous des attentes des Mahorais. Nous ne pouvions pas le valider, mais nous continuons à faire des propositions concrètes au gouvernement et nous continuons aussi à négocier, discuter dans un climat plutôt apaisé pour faire avancer le projet. Parce que si nous décidons d'aller à l'affrontement, seulement à l'affrontement, je vous assure que ça n'apportera aucune solution à nos problématiques aujourd'hui. Si on nous ferme toutes les portes, ça n'apportera aucune solution. Il faut trouver cet équilibre-là, un juste milieu entre le respect de ceux qui décident, oui, mais aussi les intérêts du territoire qui doivent primer. Alors, intérêt du territoire, il y a cette histoire de comitologie. Certains élus n'ont pas signé le document qui a été envoyé et regrettent qu'à l'intérieur, on retrouve un certain nombre des propositions qui avaient sous-tendu le rejet de la loi Mayotte. Je pense notamment à celle sur le logement, par exemple, qui, selon ces élus, ne correspondrait pas aux attentes des Mahorais et estiment que quand vous aviez rejeté la loi Mayotte, il y avait un document d'accompagnement qui expliquait pourquoi, qui était très bien fait, et que c'était ce document-là qu'il fallait renvoyer et pas le document que vous avez appelé comitologie. Vous en pensez quoi ? D'abord, pour vous dire que nous avons un projet de loi Mayotte où on demandait au conseil départemental de donner son avis. On est d'accord, j'ai consulté le territoire. Là, sur la comitologie, c'est un document commun de tous les élus mahorais. Donc, on doit trouver un équilibre sur l'ensemble des propositions. Tous les maires de Mayotte sont unanimes sur ces difficultés qu'ils vivent tous les jours chez eux, sur les bidonvilles, les quartiers compliqués, difficiles, qu'il leur appartient aujourd'hui d'apporter des solutions. Après beaucoup de réflexions, ils estiment qu'il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui, si ce n'est de construire des logements locatifs et raser ces bidonvilles. C'est leur proposition. Encore une fois, oui, on s'est posé la question, à un moment, à dire, voilà, est-ce que c'est... Mais c'est la proposition des communes qui sont confrontées à cette réalité-là. Les maires sont les élus de proximité avant tout. Il faut, à un moment, effectivement, apporter une solution. J'ai compris les élus qui étaient frileux sur cette situation. Mais encore une fois, la question a été posée, les maires ont demandé qu'on leur apporte une solution palliative et on s'est rendu compte qu'il n'y a pas d'autre que cela. Vous savez, on a fait très récemment le haut de Mamoudzou. Lors de la marche organisée par le maire de Mamoudzou, il y a des quartiers d'ici où on ignore complètement l'existence en haut, dans les hauteurs. Donc quand on voit ce quartier-là, quand on voit dans les conditions ces gens-là travaillent, quand on voit comment nos forêts sont détruites pour construire des cases en tôle, il faut apporter une solution. Ouais. Je suis d'accord avec les maires. Il faut aujourd'hui, il y a une urgence à gérer. Et aujourd'hui, l'urgence, c'est de construire quelques logements pour essayer de récupérer nos terres, récupérer
nos fonciers. C'est important. Alors, il y a cette notion de leadership politique qui est importante, parler d'une seule voix. C'est ce que vous avez aussi rappelé hier. Quel est le rôle, quelle doit être votre position, Président Ben Issa, sur les sujets de société qui secouent Mayotte? Je pense à la scolarisation de tous les enfants qui posent des problèmes absolus. Vous avez évoqué hier, parce que c'est dans vos compétences, hein, les questions de la jeunesse et de l'accompagnement, l'immigration clandestine. C'est quoi votre rôle de patron politique du département? Le président du conseil départemental est le porte-parole de l'ensemble des élus locaux. Nous portons les demandes de l'ensemble des élus ici au niveau du territoire. À côté de ça, nous avons les parlementaires qui, eux, effectivement, font remonter à l'Assemblée, oui, font des propositions de loi pour l'amélioration de conditions de vie des Maoris, oui, au quotidien. Mais le président du conseil départemental, je ne parle pas forcément de Ben Issa, mais le président, oui, du conseil départemental est chef de file des politiques de nos territoires. Donc voilà, c'est dans ce cadre-là que je me positionne. Donc je me dois régulièrement de travailler avec l'ensemble des maires, notamment le président des associations des maires, les présidents des intercommunalités, pour porter les sujets du développement du territoire. Et lorsque nous sommes confrontés à des problèmes purement réglementaires, là interviennent nos parlementaires qui doivent porter à l'Assemblée nationale de sujets. Voilà comment doit se positionner le président du conseil départemental sur ces sujets-là. Alors, sur des questions importantes, je pense celle de la natalité, 11 000 naissances, on sait bien que ce n'est pas soutenable pour le développement du département. Ici et là, on entend les spécialistes ou les autorités santé qui parlent d'une campagne de limitation des naissances. C'est quoi la position, votre position sur ces questions de natalité? Parce que ça, les PMI, c'est vous, les problèmes d'enfants en difficulté, c'est vous, la formation, c'est vous, la jeunesse, c'est vous. Donc comment, voilà. Donc c'est quoi votre avis de président du conseil départemental sur cette question? La réalité, c'est que si nous n'arrivons pas à contenir rapidement ces problématiques, je ne parle pas que de la natalité, hein, de cette progression de la population ici, de la démographie ici à Mayotte, très rapidement, toutes nos collectivités vont être en difficulté, très en difficulté financière. Oui. Nous, on a du mal à adapter les politiques publiques du territoire, la politique publique d'une manière générale, à nos différents territoires. Parce qu'on est toujours pris à défaut, on est toujours en retard par rapport au développement, à la progression de la démographie. Et ça commence effectivement par la maîtrise de la natalité ici à Mayotte. Mais je voudrais quand même dire, même si je veux peut-être taxer un peu de racisme, que la plupart de ces naissances ne sont pas le fait des femmes françaises. On est d'accord. 75% des mères sont étrangères. Sont étrangères. Et j'ai eu l'occasion de le dire même au Parlement européen. Quand je suis allé là-bas dans le cadre des RUP, je dis, attention, il y a un vrai danger à Mayotte. On peut progresser. Moi, je donne cet exemple-là. Vous savez, quand en 1987, ils nous ont proposé le premier loi-programme, je ne sais pas si il était conditionné avec un certain nombre d'habitants. Personne n'a vu Mayotte à plus de 400 000 habitants en l'an 2020. Donc, tous les calculs, les analyses des équipements qui ont été portés en 1987 étaient bel et bien adaptés. On ne devait jamais avoir de problème de retenue collinaire d'eau à Mayotte parce que les 2 retenues collinaires étaient censées suffire parce que Mayotte ne devait pas dépasser 200 000 habitants en 2020. Donc les 2 retenues collinaires devaient suffire. Du coup. Nos écoles devaient suffire. Donc on arrive aujourd'hui, finalement, rien ne suffit parce qu'on n'a pas réussi à contenir cette évolution démographique. Donc la bataille aujourd'hui, c'est de faire un vrai travail. D'abord, le vrai recensement, parce que, vous savez, réglementairement, le prochain recensement général prévu à Mayotte est prévu en 2027. Nous ne pouvons pas attendre 2027. Non. Nous ne pouvons pas attendre. Donc, j'ai eu l'occasion de l'exposer plusieurs fois. J'ai commencé à parler aux maires qu'il faut un recensement rapide
pour définir exactement le nombre de la population aujourd'hui à Mayotte afin d'adapter les politiques publiques en fonction du vrai nombre de chiffres de la population. Parce qu'on parle de construire une troisième colonie retenue collinaire. Je pose la question, pour combien d'habitants? Pour 200 000 habitants ou 500 000 habitants? Vous construisez une troisième retenue collinaire, on va s'en apercevoir que ce ne sera pas suffisant. Parce que les calculs sont basés sur un mauvais chiffre. Donc, d'abord, recenser réellement combien nous sommes ici sur le territoire et proposer une politique publique ajustée au nombre d'habitants ici. Et puis mener, ça par contre, ça c'est du régalien, clairement un travail sur cette évolution, cette explosion de la démographie à Mayotte, parce qu'il faut maintenant clairement infléchir la courbe, parce que sinon le territoire ne s'en sortira pas. Je le dis, budgétairement, le conseil départemental est en train de difficulté. Moi, j'ai parlé d'une manière générale. Mais lorsque mes prédécesseurs on pensait à la bourse à Mayotte, lorsque mes prédécesseurs ont pensé au transport scolaire à Mayotte, personne n'a imaginé qu'en 2020, Mayotte transporterait 30 000 élèves. Personne n'a imaginé ça. Et aujourd'hui, vous transportez combien d'élèves? Plus de 30 000 élèves. Et personne n'a imaginé ça. Ils ont mis en place ce système de transport gratuit qui était une bonne idée à la base, mais qui est en train de mettre en difficulté le conseil départemental parce que personne n'a imaginé qu'on serait 30 000 à l'aube de 2023, bien sûr. Et c'est la même chose pour les bourses. Le complément de bourse, attention, ce n'est pas tous les départements qui accordent le complément de bourse. Mais qui sont indispensables pour beaucoup d'enfants. Exact. Et surtout que le complément de bourse à Mayotte n'est pas forcément soumis aux conditions de ressources des parents. Donc, ils ont mis un complément de bourse général qui nous oblige aujourd'hui de revoir les modalités d'attribution parce que là aussi, le nombre d'habitants, le nombre de jeunes accompagnés par rapport aux prévisions lorsque ça a été mis en place a été multiplié par 5. Nous donnons 5 fois plus de bourses à Mayotte que ce qu'on imaginait lorsqu'on a mis ça en place. C'est combien aujourd'hui les bourses Je ne peux pas vous donner le chiffre, mais sur le transport scolaire, c'est aujourd'hui, je le dis encore, c'est 43 millions d'euros. Par an. Par an. Et je le dis qu'en 2017, il était de 28 millions d'euros. 2017, c'est 28 millions d'euros. Nous sommes à 43 millions d'euros. Et on parle de pratiquement 50 millions d'euros en cette année 2023. Alors, Président Benissa, on sait que pour la natalité, l'évolution du droit du sol, ça va être compliqué, hein, puisque voilà, ça va générer des atermoiements pas possibles. Est-ce qu'il faut se dire que à partir de 3, 4, la société décidera, on contraint durablement, c'est-à-dire ligature des trompes, on dit aux gens, vous avez un 4e ou un 5e enfant, c'est retour à Moroni. Comment on fait pour empêcher des femmes d'avoir des enfants? Là, vous allez trop loin. Je pose des questions. Comment on fait? Je n'ai pas la solution miracle, mais moi, je crois d'abord, c'est freiner l'entrée de ces personnes qui viennent spécialement pour accoucher à Mayotte. Ouais. D'abord, il faut travailler ce sujet-là. Le problème lié à l'immigration clandestine ici à Mayotte. Donc, il faut trouver une solution pour freiner ça. Puis, effectivement, il faut mener une vraie campagne de limitation de naissance ici à Mayotte, retravailler sur le retour de ces personnes-là en situation d'immigration clandestine à Mayotte. Mais un vrai retour, notamment de ces dames-là. C'est trouver une solution pour que les gens repartent chez eux. Après, des raisons médicales, je n'ai pas envie de trop m'avancer pour ne pas faire taper dessus du racisme. Voilà, donc il faut être prudent sur ces sujets-là. Merci beaucoup, Président Benissa, de toutes ces explications. Donc, si j'ai bien compris, 2023 sera l'année de la concrétisation de tous les projets que vous avez lancés depuis juillet 2021. L'année 2023 sera la concrétisation de certains nombre de projets. Mais j'aimerais surtout, parce que vous m'avez tendu la perche tout à l'heure, c'est d'abord dire qu'on a les Jeux des îles. La décision sur le Jeu des îles interviendra cette année. Oui. D'abord, la participation de Mayotte en 2023, le Jeu des îles. Au mois d'août. Je voudrais demander, ce sujet un peu polémique, je voudrais demander aux Maoris, ceux qui participent au Jeu des îles, que Mayotte ne peut plus participer au Jeu des îles sans identité. On est d'accord. On est français. Je suis d'accord
que l'objectif est de participer avec le drapeau français. Mais la décision a été prise clairement, on ne participera pas avec le drapeau français en 2023. La bataille continuera pour le 2027. Mais je demanderai aux Mahorais d'accepter pour l'année 2023 que les Mahorais défilent avec leur drapeau de Mayotte. Cela n'est pas interdit. Je sais que ce n'est pas les aspirations générales, mais Mayotte a une identité. Mayotte est d'abord Mayotte et puis français. Donc c'est ce drapeau-là. Je demanderai que oui, que nous puissions au moins arborer notre appartenance à un territoire. Le territoire est Mayotte. Donc on laisse de côté le drapeau des jeux et on prend le nôtre. Et marquer notre identité mahoraise. Voilà la première demande que je voulais aujourd'hui. J'ai déjà eu l'occasion de discuter avec le président de CROSS. Lui, il craint un peu que la population mahoraise refute cette idée-là, mais moi je le dis. C'est ce que vous demandez. Je demande que nous ayons une identité. Vous savez, le rôle de tout chacun, c'est de vendre notre territoire, de faire connaître Mayotte. Les Jeux des îles est un tremplin. Les médias sont braqués sur nous et arborer le Jeu des îles, ce n'est pas rendre service au territoire de Mayotte. Affichons clairement notre identité mahoraise, à défaut de ne pas afficher notre identité française, mais vendons Mayotte, ce sera une bonne occasion. Et on chante quoi? Ah ben non, mais ça va. On pourrait imaginer, moi je l'ai imaginé, mais je n'ai pas osé forcément m'avancer, mais j'avais imaginé de faire un appel à projet sur une hymne mahoraise qui pourrait être chantée pendant ces Jeux-là. Par contre, là, il faut aller encore beaucoup plus prudent parce qu'il y a la diplomatie française aussi qu'il faut travailler. Mais effectivement, j'avais imaginé cette idée-là de lancer un appel à projet pour que un certain nombre d'artistes nous proposent, ou bien même pas des artistes de Maroc, de nous proposent une hymne qui pourrait être, lui, chanté, représentatif de Mayotte pendant les Jeux. Là, je suis encore beaucoup plus prudent parce que je ne connais pas quelle est la position du gouvernement du Quai d'Orsay sur ces idées-là. Je voudrais, avant que vous nous coupiez la parole, jamais je vous la effectivement, parler aussi des personnalités de 2022 que nous avons récompensées hier. Madame Constance, vous ne pouvez pas nous lâcher sans que je le parle. Je le dis encore une fois, remercier les Mahorais pour savoir s'être approprié de ces récompenses. C'est Mayotte qui salue. D'abord, nous avons remis un trophée et une médaille d'honneur au docteur Martial pour l'ensemble de ce qu'il a rendu sur le territoire, pour l'ensemble des services rendus au territoire. Le docteur devait venir là, mais il est très fatigué, nous l'avons compris, nous sommes allés sur place pour le remercier. Les trois personnalités de l'année 2022, les Mahorais les ont découverts hier. Je crois que nous ne sommes pas trompés. Pour l'année 2022, l'objectif est de mettre en avant ceux qui portent plus haut les drapeaux de Mayotte. Et je le dis pour la 2023, Madame Anne-Constance, peut-être vous aussi, vous serez récompensé si vous arrivez à porter encore plus haut le drapeau de Mayotte. Il est ouvert à tous les habitants de Mayotte. Je précise bien, tous les habitants de Mayotte. C'est ouvert à tout le monde. Et chaque année, nous sélectionnerons les 3 personnes qui ont le plus marqué, ceux qui ont le plus porté plus haut le drapeau de Mayotte. Et pour 2022, c'était donc Génial Atoumani, Faisal, donc Génial Atoumani pour son rôle de journaliste, que l'on connaît bien. Qu'il mérite bien aussi. Exactement. Faisal Moussoun pour effectivement son travail de développement économique et puis ce projet du data center. Et la 3e personne, c'est Zili, la chanteuse, qui est au Maroc, je crois, non, elle est à Zanzibar en ce moment pour effectivement poursuivre sa tournée. Ce sont les 3 personnalités marquantes. Je crois que tous les Maoris sont unanimes que pour l'année 2022, ce sont les personnalités marquantes qui ont porté fièrement le drapeau Mayotte à l'international. Et si j'ai bien compris, Président, vous revenez sur le plateau quand vous aurez inauguré la délégation de Mayotte à Paris pour parler coopération régionale. Voilà. Merci beaucoup, Président. Et la diplomatie territoriale. Et ben voilà, on a déjà l'ordre du jour. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Merci.